Bien, donc je vais vous expliquer maintenant comment on peut retrouver facilement les différentes formules de l'impédance, comment on les utilise et quelles sont les notations que l'on utilise en physique en tout cas. D'accord ? Pour commencer, qu'est-ce que l'impédance ? L'impédance Z, c'est quoi ? C'est une généralisation. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, parce que ça, vous l'aurez sous forme papier. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais vous êtes obligé d'écouter et de poser des questions si vous ne comprenez pas. Généralisation de la résistance. R. On connaît la loi d'Ohm, qui nous dit quoi ? Que U est égal à R fois I. Si on généralise ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne petit u est égal à z fois petit i. Avec ici des petits traits pour dire que c'est complexe. Complexe. Une tension complexe, une impédance complexe et une intensité complexe. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, c'est quoi une tension complexe ? Ça n'existe pas une tension complexe. C'est un artifice de calcul qu'on introduit pour vous simplifier la vie. Pourquoi ? Je vais vous expliquer tout de suite. Tout est dans le champ, c'est bon ? Il n'y a rien qui est au-dessus. Super, merci. J'ai des assistants. Donc là, je sais que U, j'ai des nombres complexes. Ces nombres complexes, en fait, ça va nous servir juste à faire des calculs de manière simple. Je vous rappelle que les complexes, on les utilise dans quel cas ? Quand on a quel type de tension ? Une tension qui est sont comment ? Là, c'est une tension et une intensité qui sont continues. Là, quand on utilise une tension complexe, c'est une tension et une intensité qui sont sinusoïdales. Si elles sont sinusoïdales, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les exprimer sous une forme simple. On peut dire que I, c'est égal à cosinus de oméga t, par exemple, avec un petit i0 ici. Donc là, ça oscille tout simplement autour d'une valeur moyenne de 0 à une pulsation oméga. Ça, si on le représentait en fonction du temps, on verrait ça. Avec ici une période t, une fréquence f qui est égale à 1 sur t, et une pulsation oméga qui est égale à 2 pi fois la fréquence. D'accord ? Ça revient un petit peu le tout ? Super. Et donc on a I qui est égal à I0. I0, ce sera l'amplitude. On voit I0 ici, là. Ça va de 0 jusqu'à I0 au maximum. Okay ? Et la pulsation oméga, et donc ça varie avec le temps. Une tension sinusoïdale, elle varie avec le temps. Et ça fait des belles petites vagues. U, on peut aussi l'écrire comme ça. Et on écrira U0 à cosinus de oméga t plus phi. Donc là, vous voyez que, bon, il n'y a pas de complexe pour le moment. Ça, c'est des nombres réels. U et I, c'est des nombres réels qui varient avec le temps. Et on introduit une notation complexe. La notation complexe, c'est quoi ? C'est I qui est égal à I0 fois exponentielle de J oméga t, et U qui est égal à U0 fois exponentielle de J oméga t plus phi. Comment on fait pour passer de cette notation complexe à cette notation réelle ? En fait, on prend juste la partie réelle. Ça, c'est la partie réelle de U, et ça, c'est la partie réelle de U. Ok ? Donc ça, c'est des notations. Ça n'a aucun sens physique. Ça a du sens physique uniquement quand on en prend la partie réelle. Okay ? La tension n'est pas complexe, l'intensité n'est jamais complexe. On en prend la partie réelle et on revient à la formule qu'on pourrait obtenir en fait en faisant un ajustement à partir de la mesure.
ça c'est une mesure, on pourrait ajuster et avoir du coup le oméga, et avoir la forme de l'équation et le I0. Avoir cette équation, ce modèle, et on tire donc une formule ici complexe. Ça c'est un nombre complexe, sous sa forme exponentielle. Les deux sont sous la forme exponentielle. Vous vous souvenez le cosinus, pourquoi? Parce que exponentielle de j oméga t, ça fait cosinus de oméga t plus i sinus de oméga t. Et j'ai juste pris la partie réelle, c'est tout. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais? Donc là, je vous ai juste introduit une notion complexe, une notation complexe, et là vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça? Et vous allez voir que ça introduit tout un tas de simplifications que vous allez adorer. Imaginons que j'ai mon intensité I qui est égale à I0 à exponentielle de J oméga T. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la dérivée. On va essayer de dériver ça selon le temps. Donc là, c'est quelque chose qui varie avec le temps, et c'est une fonction complexe. Pas d'inquiétude, c'est tout ça. D'accord? C'est une exponentielle. Oui, vas-y. Ça donne I0 J oméga, Ouais. exponentielle de J oméga. Exponentielle de quelque chose de comme ça. La fonction qui a x associe exponentielle de ux, par exemple. Monsieur, À la dérivée. Oui. là c'est peut-être un peu haut. C'est peut-être un peu. D'abord, Ouais. Là, c'est trop haut. c'est le max. C'est la ligne max. Ok. En dessous, c'est Merci beaucoup. La fonction qui a x associe exponentielle de u de x. Mais en fait, la dérivée de ça, ce serait quoi? Ça, c'est la fonction f. F' de x, ce serait u' de x fois exponentielle de u de x. Donc là, on a tout simplement dérivé ça. C'est une fonction simple, hein, c'est k fois t. Ça, c'est une constante. Quand on dérive, en fait, on a effectivement ce que tu m'as dit, c'est très juste. J oméga fois I0 fois exponentielle de J oméga t. Là, on en a besoin. Et là, on voit quelque chose de super sympa. Le dérivé, c'est quoi? En fait, dérivé, ça équivaut à faire quoi? À multiplier par j oméga. Dérivé, c'est multiplier par j oméga. Et dès qu'on manipule des complexes, en fait, on a ça. Quand je dérive, en fait, c'est comme si je multipliais par j oméga. C'est quand même beaucoup plus simple, non? Quand on a une équation différentielle du second ordre, c'est pas rigolo, hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, une équation différentielle du second ordre, par exemple, ça équivaudra à résoudre juste un trinôme du second degré, c'est tout. On aura du oméga carré, des choses comme ça. On aura juste un trinôme du second degré à résoudre. Autrement dit, ça va vraiment nous simplifier la vie. La notation complexe. Ok? Ce que je vous propose, c'est d'essayer maintenant, grâce à ça, on sait que dérivé, c'est multiplié par j oméga. Grâce à ça, on va retrouver les différentes impédances de la résistance, du condensateur et de la bobine. Alors, bon, la résistance, c'est super simple. D'accord? La résistance, il n'y a aucune difficulté. L'impédance de la résistance, ce sera... Il y a un souci. Tu te préoccupes pas trop de ça. S'il faut corriger des choses, moi je les corrige. Je mets des sous-titres. Voilà. Essayez de suivre, c'est pas... Je vous mets dans la gorge quelque chose de pas simple. Donc essayez de suivre. C'est gentil de me le dire, mais c'est pas tout le temps à regarder ça. D'accord? Pour R, pour la résistance, on a quoi? En fait, je vous ai dit que c'est la généralisation. Du coup, on aura U est égal à R fois I. Aucune difficulté, d'accord? Ici, ZR, c'est égal à tout simplement. Aucune difficulté. Pour le condensateur, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la relation entre l'intensité et la tension aux bornes d'un condensateur? Je ne vais pas faire la démo aujourd'hui, ça on y reviendra en fin d'année. Soit on a vu ça en octobre, je me souviens l'an dernier. Est-ce que vous vous souvenez de la relation entre l'intensité et la charge?
définition. L'intensité, c'est un débit de charge. Donc I égale D de Q sur dt, vous vous souvenez de ça? Et le condensateur, il y a une relation simple. C'est que la charge sur une des armatures, Q, c'est égal à... Tu te souviens? Il y en a qui se souviennent. Oui, il y a quelque chose comme ça. En fait, la charge, elle est égale à la tension fois la capacité. Q est égal à C fois U. Donc du coup, on a l'intensité. Si on place ça dedans, l'intensité qui est égale à C fois D de U sur dt. D'accord? Donc là, c'est des nombres réels. Hein, d'accord? Je mets un petit t. Ok. U de t. Et si je passe en notation complexe, j'ai le droit, hein, parce que c'est quelque chose de sinusoïdal. Je suis dans le cas de quelque chose qui est sinusoïdal. Là, j'ai une dérivée. Ouah, c'est embêtant, les dérivées. Je peux remplacer ça par quoi, du coup? J'ai mon I de t. Faire la dérivée, c'est multiplier par J oméga. Pas W, c'est oméga, vraiment, c'est important. Et C fois J oméga fois I de t. Vous vous souvenez que la formule, c'est ça, je vais la mettre ici, U de t est égal à Z, U est égal à RI, U est égal à Z fois I aussi. D'accord? Donc, à partir de cette égalité, essayez-moi de m'extraire Z. Allez. Vous avez du brouillon rouge. Ok, je comprends ce que tu voulais dire. J'ai pas monté plus haut que ça. En fait, il faut réussir à identifier ça. Et vous voyez, dans cette égalité, il n'y a rien qui multiplie U, et il y a quelque chose qui multiplie I. Donc il faudrait peut-être diviser par quoi ici? Par CJ oméga, je suis d'accord avec toi. On va faire ça. Ça fait quoi? Ça fait I de T divisé par CJ oméga est égal à... il y aura 1, donc on ne met plus rien, fois I de T. Et donc là, par identification, est-ce que j'ai de la couleur? Plus beaucoup. Un truc joli. Le bleu, c'est apaisant. C'est bien. Par identification, j'ai mon Z ici et j'ai mon Z là. Est-ce que quelqu'un peut me dire par identification que vous êtes du condensateur? Oui, c'est 1 sur, je suis d'accord. Sur CJ oméga, c'est très moche. Hein. On pourrait l'écrire J oméga C. Ok? Donc ça, c'est quelque chose à connaître. On va le manipuler plein de fois, c'est-à-dire pas uniquement tout de suite, oui. Faut le noter ou c'est sur le cours? Vous transférez le cours après. Ouais. En revanche, quand je vous demande de chercher, il faut chercher. Comme ça, j'avance plus vite. Vous ne grattez pas, vous n'êtes pas perdu, vous n'écrivez pas de bêtises. Ouais. Ok. Donc là, on a l'impédance du condensateur. Comment? On sait qu'on a cette relation aux bornes du condensateur, toujours. Et on en a tiré ça. Ouais. On sait qu'on a I égale C dUC sur dt. C'est valable en régime. Quand on met un créneau aux bornes d'un condensateur, c'est ce qu'on avait vu l'an dernier, charge et décharge du condensateur. Mais c'est toujours valable. C'est valable aussi quand on met une tension sinusoïdale aux bornes d'un condensateur. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Que j'ai donc transformé la dérivée. On a multiplié par J oméga. Et ça. D'accord? Et la vidéo, je vous la mettrai à disposition aussi à tous. Ouais. À pas faire circuler, c'est juste pour vous, bien évidemment. Donc là, on a une formule, ZC est égal à 1 sur J oméga C, impédance du condensateur. Ouais. J'efface.
Et on s'attaque à la bobine. Et on a quasiment tout fait. Ok, ça, je vais laisser, parce qu'on en a encore besoin. La bobine, elle. Il y en a qui se souviennent de la tension en borne de la bobine? Non. Bon, c'est des choses, on les reverra de toute façon. Ça, on la reverra un petit peu plus tard, dans pas longtemps. Et le condensateur, on le verra en fin d'année. Parce qu'on verra le champ magnétique. C'est U de T est égal à L fois DI de T sur dt. Ça, c'est valable tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on peut aussi l'écrire quand la tension est sinusoïdale. Donc, on peut aussi l'écrire avec des notations complexes. Faire la dérivée, c'est comme multiplier par j oméga. Donc, on aura U de t est égal à L fois j oméga fois I de t. Tac, tac. Par identification, donnez-moi l'impédance de la bobine. C'est simple, là. C'est transparent. C'est L, J oméga. On va l'écrire de manière un petit peu plus chouette. J oméga fois L. D'accord? Ça marche? Super. Je vais écrire ça et on va essayer de voir ce que ça fait sur des valeurs, ok? Et retenir des petites choses sur les impédances de condensateur et de bobine. Donc ça, il est passé. Je vais mettre ça ici. L. Et je vais remettre C ici. L'impédance du condensateur, c'est J oméga C. Tiens, est-ce qu'on peut l'écrire sous une forme un peu sympathique? Parce que là, c'est assez difficile de donner quoi? Est-ce qu'on peut donner facilement la partie imaginaire de cette impédance? Pas trop. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça ferait J fois quelque chose? Comment on ferait pour avoir J fois quelque chose ici? Vous avez une idée? Petite astuce, on ferait comment? Non, on peut pas. On peut pas inverser la fraction. Non. Sinon, dans ce cas-là, un tiers, ça fait 3, c'est ça? Bah non, parce que là, il y a pas J'ai inversé la fraction, c'est ce que tu m'as dit. J'ai 1 centime et j'ai 100 euros. C'est pratique. Ah, j'aime bien. Et il y a l'inverse aussi, j'ai 100 euros, j'ai plus qu'un centime. C'est moins simple. Bien. Alors, ici, on peut faire quoi? Essayer de multiplier en haut et en bas de la fraction par j, ça donnerait quoi? Ça donnerait j au-dessus, tout seul, et en dessous, il y aurait quoi? Le j carré, ça fait quoi? Ça fait moins. Donc ça ferait moins j fois oméga c. D'accord? Donc là, on aime bien cette forme-ci, parce que pour les calculs, c'est sympa. Mais retenez ça quand même, aussi. D'accord? Le module des différentes impédances. Le module ici, ce serait quoi? Le module de cette impédance. Facile, expression. On l'entend tout de suite. Le module de ça. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de piège. CR, c'est tout. D'accord? C'est la racine de R au carré plus la partie imaginaire. Il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est juste la racine de R au carré. Il n'y avait pas de difficulté. Là, il n'y a que des parties imaginaires, donc vous mettez juste les parties imaginaires au carré à chaque fois. Là, le module de ZC, ça fait combien? Le module de ZL, ça fait combien? Là, tu fais encore une erreur. Tu te souviens que la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie J, d'accord? Attention, parce que tu fais plein de fois la même erreur. C'est ce qui multiplie J. C'est ce qui multiplie J, la partie imaginaire. Moins 1 sur oméga c. Oméga c, ça c'est la partie imaginaire. Et donc la racine de ça au carré, ça fait quoi? Vous avez le droit de l'écrire sur votre feuille. Cherchez un petit peu et me donner une réponse, accessoirement.
C'est pour ça que vous écrivez pas, comme ça vous avez plus de temps pour chercher. Moi, j'y suis. Puis vous retenez un petit peu. Si on manipule pas les choses, on les retient pas. On les manipule, on retient un petit peu. Et on retient bien en révisant le soir. Bah, ça fait 1 sur 6. Ça fait moins 1 sur 2. Alors, si c'est la racine de quelque chose au carré, si vous me donnez un moins, j'ai peur. Ah bah, du coup, c'est 1 sur oméga C. Sur 1 sur oméga c, je suis d'accord avec toi. Et là, c'est Là, c'est oméga fois. Alors, oméga, ça vaut combien en général? Alors, tension EDF, quelle est la fréquence? RTE, sur RTE, la fréquence, c'est 50 50 Hz. Et en pratique, on fera du 50 Hz et un peu au-dessus, d'accord? Nous, les oméga, ils ont souvent des grandes valeurs. Ok? Alors, essayez de me dire si les impédances des condensateurs sont élevées ou faibles, si les impédances des bobines sont élevées ou faibles. Calcul. On reprend 50. Alors, les valeurs d'impédance, les valeurs d'inductance, c'est combien en général? Ça va du millihenri au henri, d'accord? Pour les capacités, pour les condensateurs, c'est combien en général les valeurs typiques? Nano, des ballons. Des nanos jusqu'au micro, d'accord? Mais des farad, non. Ok. Vous prenez un micro, par exemple, un ordre de grandeur, on prend un microfarad et un henri. Et calcule-moi une impédance typique. Comme ça, on pourra dire si les impédances des condensateurs sont élevées, si les impédances des bobines sont élevées. Ta calculatrice. Non, je l'ai pas. T'as Network sur son téléphone. Je t'invite à faire ça. Capacité. Fais gaffe, hein, c'est 1 sur. Alors, ici, une petite application numérique, du coup, avec C est égal à 1 microfarad, on avait dit, et ici, une petite application numérique avec R est égal à 1 henri, et on va dire une fréquence de... Allez, on va prendre son R. T'as pris 50? Tu peux nous donner la valeur pour 50 Hz, ça me va aussi. On multipliera par... On va juste diviser par... multiplier par 2. T'as trouvé combien? J'ai pas fait de bêtises. 114. 3183. T'as trouvé combien toi du coup? 314. Mhm. Pareil que 3183 et tout. Donc là, vous trouvez une impédance. Et c'est quoi l'unité? U égale à Z fois I. C'est quoi l'unité? En ohms, super, merci beaucoup. Environ 3000 ohms, d'accord? Et ici, la valeur de
Donc c'est du module de l'impédance, ce serait combien ici? Vous l'avez fait? Là, c'est 314,15. Ok, environ 300. D'accord. Donc là, 1 microfarad, c'est des valeurs élevées. Vous aurez toujours ici des impédances assez élevées pour un condensateur. D'accord. Plus la fréquence augmente, en revanche, plus ça va faire quoi? Ça va diminuer. Donc si vous êtes en haute fréquence, ça va diminuer. Si vous êtes en haute fréquence, ça va augmenter. D'accord. Donc en gros, on aura ça. Hein. Donc pour le condensateur, ça va plutôt chuter. C'est pas exactement comme ça, plutôt comme ça en fait. C'est du 1 sur. Et pour la bobine, en revanche, c'est proportionnel, donc ça va augmenter. Ok. Ouais. Donc là, on a le condensateur. Et là, on a la bobine. Ouais. Ça marche? À basse fréquence, c'est très faible pour la bobine, élevé pour le condensateur. À haute fréquence, c'est l'inverse. Ok. On a manipulé un tout petit peu les formules et on a vu que c'est pas compliqué. En vrai, c'est pas compliqué du tout. D'accord. Vous avez d'ailleurs utilisé ces formules la semaine dernière. Vous vous souvenez? Vous mesuriez une impédance, vous calculiez une capacité à partir de ça. Ouais? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça vous rappelle quelque chose. Bien. Donc maintenant, ces formules, vous les connaissez. Et vous savez les manipuler. Et on va voir un petit peu à quoi ça correspond aussi. Et les effets. Parce que je vous ai dit, il y a une formule. Et la forme exponentielle, c'est chouette pour voir les effets que ça a sur la tension et l'intensité. On va voir ça tout de suite. Ok? Donc là c'est bon, c'est bon. Donc là, je vais imaginer que je suis au bord d'une résistance. Okay. Au bord d'une résistance. Juste. J'ai pas l'oscilloscope ici, on verra ça demain en TP, d'accord? C'est assez lourd, j'avais pas envie de tout descendre. Donc là, en fait, si on regarde, ici on aura U, ici on aura I. Mais qu'est-ce qu'on a en fait? Pour une résistance, on voit que les deux signaux, avec la notion de phase, est-ce que vous pouvez me qualifier ça? Opposition de phase, en phase, ça vous rappelle quelque chose? En phase, c'est pas quand les deux signaux suivent la même. Ouais, qu'ils ont les maximaux identiques, les minimaux identiques et qui traversent le zéro aux mêmes endroits. Donc là, U et I sont en phase. Même maximum. Même point à 0. Là, les signaux, ils sont en phase. Et même minimum aussi. D'accord? Vous voyez qu'en revanche, ils n'ont pas la même amplitude. Vous avez ici la forme exponentielle de l'impédance. Z est égal à ρ fois exponentielle de J phi. Dans le cas de la résistance, en fait, Z est égal à R. Donc Z est égal à... Ici, le phi vaudra combien? Si l'impédance, elle vaut R. Cercle trigonométrique. On aura juste une valeur réelle, donc très loin ici. Donc l'angle, il vaudra combien? Il vaudra 0. D'accord. Ici, l'angle, il vaut 0. On a quelque chose de réel ici. Donc l'angle, il vaudra 0. Phi est égal à 0. Il n'y a pas de déphasage. Ils sont en phase. Donc du coup, Z, ce sera égal à ρ fois exponentielle de J0, c'est-à-dire ρ. Okay.
Et ρ, c'est égal à R accessoirement ici. Et c'est ce qu'on voit. On voit les deux courbes, en fait, l'une est proportionnelle à l'autre. On retrouve ça ici. Et il n'y a pas de décalage d'une courbe par rapport à l'autre. Le ρ, c'est quoi? Ça va être le coefficient de proportionnalité entre les deux courbes. Ok. On voit qu'il y en a une qui est un petit peu plus grande que l'autre. On a U qui est égal à Z en complexe. U de T qui est égal à Z fois I de T en complexe. On aura aussi U0 qui est égal à ρ fois I0. Ça, c'est les amplitudes. Si on a un module plus grand que 1, la tension sera plus grande que l'intensité. Un module plus petit que 1, la tension sera plus faible que l'intensité. Ok? Le c'est grand, c'est petit, c'est le module. En revanche, il y a aussi un effet de la phase. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. On va le voir dans le cas du condensateur ou de la bobine. D'accord? Je vais faire un cas abstrait. Ce sera ni le condensateur, ni la bobine. Un cas où il y en a un déphasage quelconque. Que vous voyez un petit peu les choses. Donc là, on ne sera plus en phase. On sera déphasé. Ok. Je vais faire un truc de... C'est difficile à dessiner sinon. On va dire que là c'est le maximum, là c'est là c'est en bas, là ça coupe, là c'est le maximum, et là c'est en bas. Ok. Donc là vous voyez que les deux signaux ils sont pas en phase, ils sont déphasés. Il y a un certain déphasage entre les deux. Et ce déphasage, c'est phi. Il y a des cas remarquables. Quand c'est en phase, c'est 0. Quand c'est en opposition de phase, maximum, minimum, c'est 180 degrés. Et là, on va pas en parler tout de suite. Dans ce cas-là, U et I sont déphasés. Et je vous ai dit que Z, je reviens sur la formule, c'est ρ fois exponentielle de I de J fois phi. Donc là, on a toujours ça, ce ρ, qui va nous donner le coefficient de proportionnalité entre les deux amplitudes. On aura toujours U0 qui est égal à ρ fois I0. Toujours vrai. Et on aura un déphasage entre les deux signaux qu'on peut mesurer avec l'oscilloscope. Vous mesurez U, vous mesurez I, il va vous donner le déphasage phi entre les deux signaux. D'accord ? Et il va donner une valeur de phi. Il va pouvoir vous donner la valeur de phi. Autrement dit, avec un oscilloscope, si vous mesurez l'amplitude de ça et l'amplitude de ça, et le déphasage entre U et I, vous êtes capable de donner la valeur de l'impédance aux bornes d'un dipôle. D'accord ? La valeur de l'impédance, si vous prenez U, la tension aux bornes de ce dipôle, I, l'intensité qui traverse ce dipôle, vous êtes capable de donner l'impédance de ce dipôle. Par une mesure, on peut revenir à la valeur de l'impédance. Ok ? Et je vais m'arrêter là et on reprend après. D'accord ? Ça marche ? Parce que là, je vais commencer sur quelque chose de différent.